Mon nouveau mari a laissé sa fille me manquer de respect devant toute ma famille, puis m'a dit que je n'avais pas le droit de la discipliner. Je n'ai rien dit, mais au matin, ses frais de scolarité, son argent de poche et sa voiture avaient disparu. La fille de mon nouveau mari s'est plantée au milieu de mon salon. Une main sur la hanche, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu n'es pas ma vraie mère, alors arrête d'agir comme si tu avais de l'importance ici. » La pièce est devenue silencieuse. Mes sœurs se sont figées. Mon petit-fils a failli laisser tomber son verre. Mon mari, l'homme qui m'avait promis de m'honorer, ne m'a pas défendu. Il m'a regardé, devant toutes les personnes que j'aime, et a dit « Ce n'est pas ta fille. Ne la corrige pas. » Quelque chose de froid a traversé ma poitrine. J'ai souri, mais pas parce que j'étais heureuse. C'était le sourire d'une femme dont le cœur vient d'être brisé, et qui sait que quelqu'un est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. Dès l'aube du lendemain, son fonds universitaire, sa voiture, et tout le confort dont elle jouissait avaient disparu. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est ceci, j'avais été silencieuse bien trop longtemps. Et cette nuit-là fut la dernière fois que quiconque dans cette maison confondrait ma gentillesse avec de la faiblesse. Mon nom est Linda Parker. J'avais 66 ans quand cela s'est produit. Et j'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que la paix valait presque n'importe quel prix. J'avais tort. Certains prix sont trop élevés, certains silences coûtent trop cher, et parfois le moment qui brise une famille est le même qui sauve une personne en son sein. Cette soirée avait commencé comme une célébration. C'était le premier grand dîner de famille que j'organisais depuis mon mariage avec Daniel Brock, 8 mois plus tôt. Daniel avait 69 ans, un homme tranquille, bien élevé, très doué pour paraître attentionné. Si vous l'aviez rencontré à l'église ou à l'épicerie, vous auriez dit que c'était un homme gentil. Vous auriez dit que j'avais de la chance de retrouver l'amour après avoir perdu mon premier mari, Marc, d'un AVC soudain, 6 ans auparavant. Pendant un temps, je l'ai cru aussi. Après la mort de Marc, ma maison était devenue trop silencieuse. Les matins étaient longs, les après-midi plus encore. Je continuais à cuisiner trop de nourriture, et je tournais toujours la tête chaque fois que j'entendais une voiture s'arrêter dans l'allée, comme si je l'attendais de retour du travail. Ma fille Rachel m'a dit que j'avais besoin de compagnie. Mon fils Ben a dit que la maison avait besoin d'entendre des rires à nouveau. Même mes petits-enfants, des enfants adorables avec de grands yeux et des cœurs bruyants, ne cessaient de dire « Grand-mère, tu ne devrais pas être seule pour toujours. » Alors, quand Daniel est entré dans ma vie, je me suis permis d'espérer. Il était veuf, lui aussi. Il savait ce qu'était la perte. Il savait à quel point une chaise pouvait paraître vide. Il disait toutes les bonnes choses. Il apportait des fleurs qui n'étaient jamais trop voyantes. Il appelait quand il disait qu'il le ferait. Il écoutait quand je parlais de Marc, sans se sentir mal à l'aise. Il a même pleuré une fois, en me parlant de sa défunte épouse, Suzanne. Cela le faisait paraître ouvert et réel. Et puis il y avait sa fille, Émilie. Émilie avait 21 ans quand je l'ai rencontrée. Elle avait des cheveux spectaculaires, des chaussures chères, et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a donné une légère et brève accolade, a reculé et a dit « Papa mérite d'être heureux », alors j'ai serré. J'ai serré. Ce mot est resté en moi. Pas « Je suis si heureuse pour vous ». Pas « Bienvenue dans la famille », elle a dit « J'ai serré ». Pourtant, je me suis dit de ne pas la juger trop vite. Elle avait perdu sa mère. Elle était jeune. Les jeunes peuvent être tranchants quand ils souffrent. J'avais élevé des enfants. Je savais que le chagrin ne sonnait pas toujours doux. Alors, j'ai été patiente. Trop patiente. Au début, la méchanceté d'Émilie venait à petite dose. Elle regardait mon salon et disait « Cet endroit est pittoresque », avec un ton qui faisait paraître « pittoresque, vieux et ridicule ». Elle m'appelait Linda, pas Madame Brock, ni même Mademoiselle Linda. Même après que je sois devenue la femme de son père, elle levait les yeux au ciel quand je lui demandais d'enlever ses chaussures sur le tapis que mon défunt mari et moi avions acheté lors de notre voyage pour notre 25e anniversaire. Une fois, elle a ri quand je rangeais des restes dans des boîtes Tupperware et a dit « Tu as vraiment des habitudes de vieille femme. » J'ai laissé la plupart des choses passer. Je me suis dit que la paix comptait plus que la fierté. Je me suis rappelé que la famille prend du temps. J'ai souri à travers les petites coupures, espérant qu'elles cesseraient. Mais après que Daniel est emménagé chez moi, les choses ont changé d'une manière inattendue.
vous voyez, c'était ma maison. Marc et moi l'avions achetée il y a 32 ans. Nous avions peint la cuisine nous-mêmes. Nous avions planté les rosiers près de l'allée de nos propres mains. Nous avions marqué la taille des enfants sur le cadre de la porte du garde-manger jusqu'à ce qu'ils soient trop grands pour rester immobiles. Chaque recoin de cette maison gardait des souvenirs. Chaque pièce contenait un morceau de ma vie. Quand Daniel m'a épousé, il a vendu son petit appartement et a emménagé avec moi. C'était pratique. Ma maison était payée. Elle était plus grande et plus proche de mon église, de ma fille, de l'école de mon petit-fils et de la petite bibliothèque où je faisais du bénévolat 2 fois par semaine. Daniel a dit qu'il appréciait que je nous offre une maison solide, mais il a lentement commencé à agir comme s'il m'avait sauvé en emménageant. Il a commencé à faire des suggestions qui semblaient inoffensives. Peut-être devrions-nous remplacer cette vieille salle à manger? Peut-être devrais-tu laisser Émilie utiliser la chambre d'amis plus souvent? Peut-être que le garage pourrait être vidé pour qu'Émilie y garde une deuxième voiture? Peut-être que tu es juste trop attaché aux vieilles choses. Cette dernière a fait mal. Trop attaché. Comme si les souvenirs étaient une mauvaise habitude, comme si la loyauté envers la vie que j'avais construite avant lui était injuste. Puis est venu l'argent. J'étais à l'aise, pas riche comme à la télévision, mais en sécurité. Marc avait été un homme prudent. Moi aussi. Nous économisions, nous investissions et nous vivions en dessous de nos moyens. Je recevais également une modeste pension de veuve du travail de Marc, et j'avais un fonds universitaire que j'avais aidé à construire pour mes petits-enfants au fil des ans. Daniel le savait. Il savait aussi que je croyais en l'aide à la famille. Au début, il ne demandait que de petites choses pour Émilie. Linda, son assurance voiture est élevée ce mois-ci. Linda, elle est entre 2 emplois en ce moment. Linda, ses manuels universitaires sont si chers. Linda, elle traverse juste une période difficile. J'ai dit oui plus de fois que j'aurais dû. J'ai payé une réparation, puis un versement de frais de scolarité. Ensuite, j'ai aidé à la compte sur une voiture d'occasion après qu'Émilie se soit assise à ma table de cuisine en larmes, disant qu'elle essayait de remettre sa vie sur les rails. Cette voiture était censée l'aider à se rendre au collège communautaire et à un emploi. Cet argent était censé être un soutien temporaire. Mais le temporaire a la mauvaise habitude de devenir permanent. Quand les gens s'habituent à dépenser ce qui n'est pas à eux, Émilie agissait comme si mon aide était un retrait automatique. Elle ne demandait pas avec gratitude. Elle exigeait avec attitude. Une fois, quand je lui ai rappelé que la carte d'essence que je lui avais donnée était juste pour l'école et le travail, elle a ri et a dit « Détends-toi, Linda. Ce n'est pas comme si tu étais à court d'argent. » Une autre fois, elle est venue, a ouvert mon frigo sans demander, et a jeté un récipient de soupe que j'avais faite parce qu'elle disait qu'elle sentait mauvais. Elle a fait tout cela pendant que Daniel était juste là, et il l'a qualifiée de « fougueuse ». Fougueuse. Un si joli mot que les gens utilisent quand ils ne veulent pas admettre que quelqu'un est juste grossier. Ma fille Rachel l'a vu avant que je sois prête à l'admettre. Elle s'est assise à ma table de cuisine un après-midi, a regardé Daniel et Émilie partir avec des sacs de courses d'un voyage que je ne savais pas que je payais, et a dit « Maman, j'ai quelque chose à te demander, et j'ai besoin que tu sois honnête. » Je me souviens m'être essuyé les mains sur un torchon, faisant semblant de ne pas savoir ce qui allait arriver. Elle a dit « Il profite de toi. » J'ai ri comme le font les femmes quand elles essaient d'empêcher une vérité douloureuse de devenir réelle. Ne sois pas dramatique, lui ai-je dit. Rachel n'a pas souri. Je ne suis pas dramatique, maman. Je suis ta fille. Il y a une différence. Cela a fait mal parce qu'elle avait raison. Je lui ai dit que Daniel était encore en train de s'adapter. Je lui ai dit qu'Émilie était immature. Je lui ai dit que les familles recomposées sont compliquées. Rachel s'est penchée en avant et a baissé la voix. Compliqué est une chose. Le manque de respect en est une autre. Ben le voit aussi. Même les enfants le voient. Ils te parlent comme si c'était leur maison, et tu n'es qu'une invitée. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait dit tout ce que j'avais avalé en silence. Je lui ai demandé d'arrêter. Elle n'a pas insisté ce jour-là, mais avant de partir, elle m'a touché la main et a dit « S'il te plaît, n'attends pas qu'il te fasse vraiment mal pour croire ce qui se passe. » J'aurais dû l'écouter, mais j'étais fatigué de la perte. C'est la vérité.
Personne ne vous dit que lorsque vous perdez un grand amour tard dans la vie, vous devenez plus disposé que vous ne devriez l'être à ignorer les signaux d'alarme, juste pour ne plus vous sentir seul. Vous vous dites que vous êtes patiente, compréhensive, mature. Parfois, vous êtes juste effrayé. Les semaines ont passé. Puis vint le dîner de famille. Je l'ai organisé parce que ma sœur Carole était en visite de l'Ohio et que mon fils Ben venait avec sa femme et ses enfants. Rachel venait aussi avec son fils adolescent, Mason, assez vieux pour tout remarquer et assez silencieux pour ne rien manquer. J'ai préparé du poulet rôti, de la purée de pommes de terre, des haricots verts, du thé sucré et le coblé aux pêches que mes petits-enfants adorent. J'ai sorti la belle porcelaine. J'ai mis des fleurs fraîches sur la table. Je voulais une soirée chaleureuse. Je voulais que tout le monde se sente en famille. Je voulais la preuve que les fissures que je sentais pouvaient encore être réparées. Daniel semblait joyeux ce jour-là. Il m'a même embrassé la joue pendant que je cuisinais et a dit « Tu sais toujours comment rendre une maison vivante ». Pendant une seconde, j'ai presque cru que tout allait bien. Émilie est arrivée en retard, entrant avec de grandes bottes, son téléphone à la main comme s'il était une extension de son corps. Elle a embrassé Daniel sur la joue, m'a fait un petit signe de tête et a regardé autour d'elle comme si elle évaluait un hôtel qu'elle n'avait pas choisi. Le dîner a plutôt bien commencé. Il y avait des rires. Carole a raconté des histoires de notre enfance. Ben a taquiné Mason à propos de la montagne de purée de pommes de terre dans son assiette. Rachel m'a aidé à débarrasser la vaisselle. Daniel a versé des boissons et a joué l'autre charmant. Puis la conversation a changé. Carole a demandé à Émilie comment se passaient ses études. Émilie a fait la grimace et a dit, honnêtement, ça irait mieux si les gens autour de moi comprenaient les limites. La table s'est tue. Carole a cligné des yeux. Que veux-tu dire, chérie? Émilie a piqué un haricot vert. Certaines personnes se marient et pensent soudain qu'elles peuvent dire à des adultes comment vivre. J'ai senti mon estomac se serrer. Rachel a posé sa fourchette lentement. Daniel a jeté un coup d'œil à Émilie, mais n'a rien dit. En gardant ma voix calme, j'ai dit, « Émilie, si tu as quelque chose à dire, s'il te plaît, dis-le respectueusement. » Elle a ri. Ce rire léger, aigu, cruel. Puis elle a regardé mes enfants, ma sœur, mon petit-fils, et a dit, « Voyez, c'est exactement de cela dont je parle. » Elle adore faire semblant d'être aux commandes. Il y a des moments où une pièce change sans que rien ne bouge. C'était l'un de ces moments. L'air semblait avoir été aspiré. Mon cœur était dans ma gorge. J'ai dit, « C'est ma maison, et je ne vous permettrai pas de me parler ainsi devant ma famille. » Émilie s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras, et a prononcé les mots que j'entends encore comme une porte qui claque. Ta famille, pas la mienne, et tu n'es pas ma mère, alors arrête d'agir comme si je te devais le moindre respect. Carole a haleté. Ben a marmonné. Incroyable. Mason fixait son assiette, les yeux écarquillés. Rachel était à moitié levée de son siège, mais avant qu'elle ne puisse parler, Daniel a parlé. Et ce qu'il a dit importait encore plus que l'insulte d'Émilie. Il m'a regardé droit dans les yeux, calme comme s'il discutait de la météo et a dit, « Linda, ce n'est pas ta fille. Ne la corrige pas. Juste comme ça, devant tout le monde, dans ma propre maison. Je ne peux pas pleinement expliquer la douleur de cela. Ce n'était pas seulement de l'humiliation. C'était de la trahison déguisée en normalité. C'était un mari choisissant le confort plutôt que la vérité. C'était la compréhension soudaine et brutale que la personne à côté de vous était contre vous depuis très longtemps. Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais pleurer. Pendant une autre, j'ai cru que j'allais crier. Au lieu de cela, j'ai souri. Un petit sourire contrôlé. Le genre de sourire qui a fait plisser les yeux de Rachel parce qu'elle me connaissait assez bien pour savoir que le danger venait d'entrer dans la pièce. J'ai dit, « Tu as raison, Daniel. Ce n'est pas ma fille. » Émilie a souri, pensant qu'elle avait gagné. Je me suis tourné vers Rachel et j'ai dit doucement, « Chérie, veux-tu m'aider avec la vaisselle ?» Rachel s'est levée immédiatement. La femme de Ben, Laura, aussi. Le reste du dîner s'est déroulé, mais c'était mort. Pas de chaleur, pas de confort, juste le tintement des couverts et des gens faisant semblant de ne pas entendre la fissure qui avait brisé la nuit. Dans la cuisine, Rachel a murmuré, « Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas laisser passer ça. »
J'ai rincé lentement une assiette et j'ai dit, non, je ne vais pas laisser passer ça. Elle a cherché mon visage. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai séché mes mains, plié proprement la serviette et les regardé. Ce que j'aurais dû faire il y a des mois. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Daniel est entré dans la chambre, agacé, pas honteux. Tu as aggravé les choses en la poussant, a-t-il dit. Je le regardais de l'autre bout de la pièce. J'ai aggravé les choses? Il a soupiré comme si je le fatiguais. Émilie est jeune. Elle fait encore son deuil. Elle se sent jugée par toi. J'ai presque ri de la facilité avec laquelle il pouvait tordre la vérité. Jugée, ai-je dit. Daniel, elle m'a insulté dans ma propre maison devant ma famille. Il a haussé les épaules. Tu dois avoir la peau plus dure et arrêter d'essayer de la materner. Ce n'est pas ta place. Encore. Pas ta place. Dans ma maison, à mes frais, après toute mon aide. Je me suis assise au bord du lit et j'ai posé une question qui me rongeait depuis des mois. M'as-tu épousé parce que tu m'aimais ou parce que tu pensais que je rendrais ta vie et celle d'Émilie plus facile? Son visage a changé un instant, mais je l'ai vu. Ce scintillement, cette pose coupable. Puis il a dit, c'est insultant. Parfois, la vérité ne semble insultante que pour celui qui la cache. J'ai hoché la tête lentement et n'ai rien dit de plus. Il s'est endormi en colère. Je n'ai pas dormi du tout. Au lieu de cela, je suis restée assise dans le salon obscur, avec une lampe tamisée allumée, et j'ai repensé à chaque facture que j'avais payée, à chaque manque de respect que j'avais pardonné, à chaque fois que j'avais ravalé ma douleur pour maintenir la paix. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert le classeur où je gardais les relevés, les titres, les mots de passe et les enregistrements de virements bancaires. J'ai fait une liste. À 3 heures du matin, mes mains ne tremblaient plus. À 4 heures du matin, je savais exactement ce que j'allais faire. À l'aube, j'étais habillée, calme et prête. Daniel dormait encore. La maison était silencieuse. Dehors, le monde paraissait doux et pâle, comme n'importe quel autre matin normal. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour Émilie, pas pour Daniel, et pas pour moi. Car avant le petit déjeuner, j'ai passé 3 appels téléphoniques, envoyé 2 emails et ouvert un tiroir verrouillé que je n'avais pas touché depuis des années. Lorsque le soleil s'est levé au-dessus de l'érable dans le jardin, le paiement des frais de scolarité d'Émilie était bloqué. La voiture qu'elle conduisait ne lui était plus accessible et le flux d'argent qu'elle pensait ne jamais s'épuiser fut complètement coupé. Et quand mon téléphone sonna 20 minutes plus tard avec le nom de Daniel affiché à l'écran et Émilie hurlant en arrière-plan, je répondis d'une voix calme. Ce qui se passa ensuite fut le moment où ils comprirent enfin que je n'étais pas faible. J'avais juste été patiente. Et la patience, quand elle est poussée trop loin, peut se transformer en quelque chose de bien plus terrifiant. Puis Daniel a crié des mots qui m'ont donné des frissons. Linda, qu'as-tu fait? Et qui d'autre as-tu appelé? Je n'ai pas répondu tout de suite, car à ce moment-là, je regardais un document sur la table, un que j'avais sorti de ce tiroir verrouillé avant le lever du soleil. Un document avec le nom de Suzanne dessus, la défunte épouse de Daniel. Et ce que j'ai découvert à la dernière page a changé tout ce que je pensais savoir de mon mariage, de sa fille, et de la vraie raison pour laquelle ils étaient entrés dans ma vie. La voix de Daniel tremblait tellement au téléphone, j'ai pensé un instant qu'il allait le laisser tomber. Linda, réponds-moi. Que as-tu fait? Derrière lui, j'entendais Émilie gémir, un mélange de pleurs et de cris. Mon paiement de scolarité n'est pas passé. Ma carte ne fonctionne pas. L'application de la voiture indique « accès refusé ». Que as-tu fait? J'ai regardé à nouveau le papier dans mes mains. Suzanne Brock, la défunte épouse de Daniel. Le document était une vieille lettre pliée proprement et rangée dans un dossier que j'avais presque oublié. Il y a des années, lorsque Daniel a emménagé, il m'avait demandé de ranger quelques-uns des papiers de Suzanne dans mon tiroir verrouillé, disant que c'était trop douloureux pour lui de les regarder. Je n'y avais rien pensé. Je voulais juste être gentille. Maintenant, je regardais le nom de Suzanne, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre. Finalement, j'ai parlé. J'ai corrigé une erreur. Émilie a laissé échapper un rire amer. Tu ne peux pas me faire ça. Gardant ma voix égale, j'ai dit, en fait, je peux. Le compte de scolarité est à mon nom. La voiture est immatriculée à mon nom.
L'argent que tu as dépensé était mon argent. Puisque je n'ai aucun droit de te discipliner, j'ai décidé que je n'avais aucune obligation de te soutenir non plus. Il y eut un silence stupéfait. Puis Daniel a parlé, sa voix basse et dangereuse. Linda, tu réagis de manière excessive. Cela m'a presque fait rire. Réagir de manière excessive? Une femme peut être insultée dans sa propre maison, humiliée devant sa famille, et toujours se faire dire qu'elle réagit de manière excessive au moment où elle cesse de l'encourager. Non, Daniel, ai-je dit. Je réagis exactement autant que nécessaire. Et j'ai raccroché. Pendant un instant, je suis resté là, dans le silence du matin, le téléphone à la main. La maison semblait différente, plus légère, mais aussi étrange, comme une pièce après une tempête. Puis j'ai regardé la lettre de Suzanne. Elle était écrite à l'encre bleue sur du papier à lettres crème. La date remontait à près de 5 ans, juste 3 mois avant sa mort. Je me suis assise lentement près de la fenêtre et l'ai lue depuis le début. Daniel, s'il m'arrive quoi que ce soit, s'il te plaît, ne laisse pas Émilie grandir en croyant que l'argent est de l'amour. Tu cèdes déjà trop parce que tu te sens coupable. Elle est en colère, gâtée et insouciante. Et si tu ne la confrontes pas aux conséquences maintenant, elle deviendra dure. Elle utilisera les gens. Elle les charmera quand elle aura besoin de quelque chose, puis les blessera quand ils lui diront non. Je sais que tu détestes quand je dis ça, mais la culpabilité n'est pas l'éducation. S'il te plaît, n'amène pas une autre femme dans ce désordre à moins que tu ne sois prêt à la défendre. Ne laisse pas ta solitude faire de toi un lâche. Mes mains sont devenues froides. J'ai lu cette dernière ligne 2 fois. Ne laisse pas ta solitude faire de toi un lâche. Cette ligne m'a frappé plus fort que tout le reste parce que, soudain, j'ai tout vu. Suzanne le savait. Elle avait vu la faiblesse de Daniel. Elle avait vu l'orgueil grandissant d'Émilie. Elle avait même craint qu'une autre femme ne tombe dans le même piège. Et j'étais tombé directement dedans, le cœur ouvert et plein d'espoir. Je suis resté là longtemps, regardant la lettre, ressentant une vague de chagrin pour une femme que j'avais à peine connue. Non seulement parce qu'elle était morte, mais parce qu'elle avait essayé, à sa manière, de laisser un avertissement. Peut-être espérait-elle que Daniel changerait. Peut-être espérait-elle qu'Émilie changerait. Peut-être espérait-elle que personne d'autre ne serait blessé. Mais me voilà, blessé exactement de la manière qu'elle avait redoutée. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Rachel. Maman, ça va? J'ai laissé échapper un souffle que je retenais depuis le matin. Non, dis-je honnêtement, mais je crois que je commence enfin à l'être. Elle resta silencieuse un instant, puis dit, Ben m'a dit que Daniel l'avait appelé. Il est furieux. Émilie panique. Que s'est-il passé? Alors je lui ai raconté. Je lui ai parlé des 3 appels, un au bursard de l'université pour annuler le paiement, un à la compagnie d'assurance pour retirer Émilie de la police d'assurance de la voiture, et un au service d'application de la voiture pour bloquer son accès. Puis les 2 emails, un à mon conseiller financier pour arrêter tout virement ultérieur, et un à mon avocat pour demander un rendez-vous urgent. Rachel a tout écouté. Quand j'eus fini, elle a dit quelque chose de si doux que ça a failli me briser. Bien. J'ai fermé les yeux. Ça ne fait pas de bien. Je sais, a-t-elle dit. Je veux dire, c'était bien de ta part de les arrêter. C'est ce que les gens ne disent pas assez. Parfois, la bonne chose fait aussi mal. Vers 9 heures, Daniel est rentré. La porte d'entrée a claqué, faisant vibrer les photos sur le mur. Son visage était rouge, et Émilie le suivait, les yeux gonflés. Elle m'a pointé du doigt avant même que la porte ne soit fermée. Répare ça. Je suis resté assise à la table de la cuisine. La lettre de Suzanne à côté de moi. Bonjour, Émilie. Ne me dis pas bonjour, a-t-elle claqué. Mon compte universitaire indique impayé. La voiture ne démarre pas. Ma carte a été refusée. Sais-tu à quel point c'était embarrassant? Je l'ai regardé calmement. Oui, je sais exactement ce que l'humiliation publique ressent. Son visage se crispa. Daniel s'approcha. Ça suffit. Je me suis levé lentement, fermement. Non, Daniel. Ce n'est pas encore assez. Il cligna des yeux, surpris. Émilie croisa les bras. Tu es juste mesquine.
J'ai secoué la tête. Être mesquin, c'est se moquer de la femme qui paie tes factures. Être mesquin, c'est l'insulter devant sa famille. Être mesquin, c'est utiliser les gens et être choqué quand ils arrêtent de se laisser faire. Daniel passa une main sur sa bouche. Linda, calmons-nous. J'ai presque souri. Je suis calme, ai-je dit. C'est pour ça que ça arrive. Émilie a regardé son père, s'attendant à ce qu'il la sauve. Il en avait pris l'habitude. Au lieu de cela, il m'a regardé et a dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Ce n'était pas des excuses. C'était une négociation. Il pensait toujours qu'il s'agissait de me faire reculer. J'ai ramassé la lettre. Je veux de l'honnêteté. Daniel a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que Suzanne voulait que tu apprennes avant qu'il ne soit trop tard? Il est devenu pâle. Émilie a jeté un coup d'œil entre nous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déplié la lettre et j'ai lu à voix haute la partie sur la solitude, sur l'utilisation des gens, sur le fait de ne pas amener une autre femme s'il n'allait pas la protéger. Quand j'eus fini, la cuisine était silencieuse. Émilie semblait stupéfaite. Daniel avait l'air acculé. « Votre femme a vu cela venir, dis-je doucement. » La voix d'Émilie était petite. « Ma mère a écrit ça? » Oui. Pour la première fois, elle semblait confuse, voire blessée. Mais les défenses de Daniel s'élevèrent. Cette lettre était privée. Tu n'avais pas le droit de la lire. J'ai soupiré. Drôle, tout le monde est si préoccupé par les droits maintenant. Seulement quand je cesse d'être utile. Émilie l'a regardé. Papa, maman pensait ça de moi. Daniel a évité son regard un instant de trop. C'était une réponse suffisante. Émilie a reculé d'un pas. Non. Puis elle s'est tournée vers moi, désespérée. Elle était malade. Elle ne voulait pas dire ça. J'ai maintenu son regard. Peut-être. Ou peut-être que les gens malades disent parfois la vérité plus vite parce qu'ils sont trop fatigués pour continuer à faire semblant. Daniel a claqué sa paume sur le comptoir. Assez. Sa voix a résonné dans la cuisine. Puis il m'a pointé du doigt. Tu déformes tout ça. Suzanne était sous beaucoup de pression. Émilie était une adolescente. Et tu te comportes comme une victime alors que tout ce que nous avons toujours fait, c'est essayer d'être une famille. C'est alors que quelque chose en moi s'est stabilisé pour de bon. Non, Daniel, ai-je dit. Tu n'as pas essayé d'être une famille. Tu as essayé d'être confortable. Il y a une différence. Il m'a fixé. J'ai continué avant que la peur ne me rattrape. Une famille a du respect. Une famille a de l'honnêteté. Une famille ne laisse pas une personne payer pour tout, tout en lui disant qu'elle n'a pas sa place. Une famille n'insulte pas la femme qui maintient les lumières allumées et l'appelle ensuite dramatique quand elle dit « assez ». Les yeux d'Émilie se sont de nouveau remplis de larmes, mais sa colère semblait instable maintenant. « Je ne t'ai pas demandé de faire tout ça, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Non, tu l'as juste accepté encore et encore. Ce n'est pas mieux. Elle a tressailli. Daniel s'est interposé devant elle, comme si j'étais le danger. Linda, ça s'arrête tout de suite. Quoi donc, ai-je demandé. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti car pour la première fois depuis que je l'avais épousé, il n'y avait rien dont il pouvait me menacer. La maison était la mienne. Les comptes étaient les miens. La voiture était la mienne. La peur avait été la mienne aussi, mais même cela s'estompait. Soudain, Émilie a commencé à vraiment pleurer. Non pas les pleurs bruyants et en colère d'avant, mais le genre brisé qui vient de l'humiliation et de la confusion. Elle s'est effondrée sur une chaise et a couvert son visage. Tout ça pour un stupide dîner, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Non, c'est pour chaque dîner. Chaque mot grossier, chaque facture, chaque excuse. Chaque fois que j'ai choisi la paix, pendant que vous deux avez choisi le droit et la facilité. Daniel a tiré une chaise et s'est assis lourdement comme si l'air lui avait été coupé. Puis il a dit quelque chose qui a de nouveau changé la pièce. Tu veux la vérité, Linda? Je l'ai regardé. Oui. Il a eu un rire court, amer, fatigué. Bien. La vérité, c'est qu'après la mort de Suzanne,
Émilie a empiré. Échouant à ses cours, saturant ses cartes de crédit, fréquentant des hommes qui profitaient d'elle, me mentant, pleurant devant moi, ayant toujours besoin d'argent. J'étais épuisé. Puis je t'ai rencontré. Tu étais stable, chaleureuse, organisée. Je pensais peut-être qu'être avec toi arrangerait tout. Voilà. Simple et affreux. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je me suis forcé à poser la dernière question. M'as-tu épousé parce que tu m'aimais? Il a baissé les yeux. J'avais de l'affection pour toi. Ce n'était pas la réponse. J'ai répété la question. M'as-tu épousé parce que tu m'aimais? Il a murmuré, pas de la manière que tu méritais. La tête d'Émilie s'est relevée et elle l'a fixée. Papa. Il n'a pas voulu la regarder. Je pensais que l'amour pouvait grandir, a-t-il dit. Je pensais que si nous vivions tous sous le même toit, les choses s'arrangeraient. Je pensais que tu pouvais aider. Un si petit mot pour une si profonde trahison. J'ai senti les larmes monter, mais je ne les ai pas laissées tomber. Alors, j'étais une solution, ai-je dit. Pas une femme. Daniel n'a rien dit. Émilie s'est levée lentement, s'essuyant le visage, et maintenant elle regardait son père avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'horreur. Tu l'as utilisé pour moi. Il s'est levé aussi. Non, Émilie, ce n'était pas comme ça. Mais elle secouait déjà la tête. C'est pour ça que tu n'arrêtais pas de me dire d'être gentil au début, a-t-elle demandé. Parce que tu avais besoin de son argent. J'ai presque parlé, mais je me suis retenu. C'était la première vérité qui éclatait entre eux, et elle ne m'appartenait pas. Daniel a essayé de la prendre par le bras. Elle s'est éloignée. Puis elle m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai vu la petite fille cachée derrière la jeune femme impolie. Une fille gâtée, oui, mais blessée aussi. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je l'ai cru en partie. Pas entièrement, mais en partie, et c'était suffisant pour que la pièce semble encore plus triste. Puis la sonnette a retenti. Tous les trois, nous nous sommes tournés. Personne n'attendait personne. Je suis allé à la fenêtre de devant et j'ai jeté un coup d'œil. Une berline bleu foncé était garée au trottoir, et en sortait, une mallette en cuir à la main, et une expression sérieuse sur le visage, la dernière personne que Daniel voulait voir, mon avocat. Et juste derrière lui se trouvait un deuxième homme que je reconnaissais du bureau du greffier du comté. Celui qui portait le genre de dossier qui pourrait prouver exactement ce que Daniel avait préparé dans mon dos avec ma maison. Au moment où j'ai vu mon avocat sur le trottoir, mon estomac s'est serré, mais pas parce que j'avais peur. C'était parce que je savais deux choses à la fois. La première était que ce que Daniel cachait était bien plus grand que des commentaires blessants, un fonds universitaire et un terrible dîner. La deuxième, c'est que c'était le matin où le dernier des mensonges commencerait à mourir. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Daniel grincer fortement contre le sol de la cuisine. « Qui est-ce » a-t-il demandé, bien que sa voix semblait déjà ténue. Je me suis éloigné de la fenêtre et j'ai répondu clairement. « Mon avocat. » La couleur a drainé son visage si vite que ça a presque paru douloureux. Émilie restait figée près de la table, une main toujours pressée sur sa poitrine, ses yeux allant de lui à moi comme si elle essayait de comprendre un jeu auquel elle n'avait pas su qu'elle jouait. Puis j'ai ajouté, et le greffier du bureau des registres du comté. Daniel a fait un pas vers moi. Pourquoi les as-tu appelés ici? J'ai maintenu son regard. Parce que je me suis réveillé avant l'aube et j'ai décidé que j'en avais assez d'être confuse. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis la sonnette a retenti à nouveau, ferme et polie. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte avant que Daniel ne puisse m'arrêter. Mon avocat, Thomas Reed, m'a lancé un regard calme. Thomas avait la soixantaine, il était soigné, délibéré et totalement sans drame. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Nous nous connaissions depuis des années. Il avait géré la succession de Marc à la mort de mon mari et m'avait ensuite aidé à mettre à jour mes propres papiers lorsque je m'étais remarié. À ses côtés se tenait un certain monsieur Harris du bureau du comté, un homme sérieux aux lunettes cerclées d'argent et un épais dossier sous le bras. « Bonjour, Madame Parker » a dit Thomas. « Bonjour, Thomas. » Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule à l'intérieur de la maison et a compris instantanément que cette visite ne serait pas silencieuse. « Pouvons-nous entrer ?» J'ai fait un pas de côté. « Je vous en prie. »
Daniel est apparu rapidement dans l'entrée, un sourire faux étendu sur le visage. Il doit y avoir un malentendu. Thomas lui a fait un léger signe de tête. Nous sommes là pour éclaircir cela. Émilie s'attardait dans l'embrasure de la cuisine, tendue et pâle. Alors que nous quatre nous dirigions vers le salon, la lumière du matin entrait en flot, tombant sur le tapis que Marc et moi avions acheté toutes ces années auparavant. Je l'ai fixé une seconde, pensant à quel point il était étrange que la pièce puisse encore paraître si paisible alors que tout ce qu'elle contenait était en train d'être déchiré. Thomas posa sa mallette sur la table basse et l'ouvrit lentement. « Monsieur Brock, dit-il. Madame Parker m'a contacté ce matin après avoir trouvé un document qui l'a amené à poser plusieurs questions urgentes. J'ai également examiné certains documents déposés auprès du comté il y a 3 semaines. Comme certains de ces documents concernent directement cette propriété, j'ai demandé à M. Harris de se joindre à nous pour confirmer ce qui a été soumis. » Le visage de Daniel était un masque de tension. « Je ne sais pas de quoi il s'agit. » Thomas le regarda d'un air égal. « Alors ce devrait être simple. » Il sortit plusieurs documents et les plaça en une pile soignée. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais les mains jointes. Thomas se tourna d'abord vers moi. « Linda, je veux vous expliquer cela clairement. Il y a environ 3 semaines, des projets de dépôt ont été soumis pour examen concernant un transfert potentiel de droits de survie et un changement partiel de titre de cette propriété. Je l'ai fixé. Je n'ai jamais approuvé quoi que ce soit de tel. » « Non, a dit Thomas, vous n'avez pas. » Une vague de froid m'a envahi. « Alors comment ?» Monsieur Harris a pris la parole, sa voix formelle et directe. « Le dépôt était incomplet, il n'a donc jamais été traité. Il a été signalé à notre bureau en raison de divergences dans les documents d'identification justificatifs et parce que la déclaration de biens matrimoniaux ne correspondait pas entièrement à l'historique actuel du titre de propriété. » J'ai entendu les mots, mais pendant une seconde, ils ont semblé lointains. Puis ils se sont mis en place. Daniel avait essayé de modifier quelque chose concernant ma maison. Ma maison ? Celle que Marc et moi avions payée. Celle qui était entièrement à mon nom, celle que Daniel n'avait aucun droit de toucher. Je me suis tourné vers lui lentement. « Que as-tu fait ?» Il a levé les mains immédiatement. Rien ne s'est passé. Ce n'était pas ma question. La voix d'Émilie est venue de derrière nous, petite et tremblante. « Papa. » Thomas a glissé un document vers moi. « Linda, le projet de dépôt demandait un examen pour un éventuel ajustement de titre qui aurait placé Monsieur Brock dans une position beaucoup plus forte pour réclamer un intérêt résidentiel continu s'il vous arrivait quelque chose. » J'ai senti la pièce basculer. « Dites-le clairement, ai-je murmuré. Thomas l'a fait. Si vous étiez décédé avant de découvrir cela, Daniel aurait eu une base juridique beaucoup plus solide pour rester dans cette maison et éventuellement bloquer ou compliquer le processus d'héritage pour vos enfants. » La pièce était totalement silencieuse. J'entendais le tic-tac de l'horloge grand-mère. J'entendais la respiration d'Émilie. J'entendais mon propre pouls. Puis j'ai regardé Daniel et j'ai prononcé des mots qui avaient un goût de fer dans ma bouche. « Tu étais en train de t'arranger pour prendre ma maison. » Il a secoué la tête trop vite. « Non, pas pour la prendre. Pour la sécuriser. » Thomas a parlé avant moi. Pas sans son consentement éclairé. « Vous n'étiez pas. » Daniel a claqué. C'était juste un brouillon. Monsieur Harris a ajusté le dossier dans ses mains. C'était un brouillon soumis avec des documents justificatifs. Ce n'est pas l'action de quelqu'un qui fantasme simplement. Émilie a reculé lentement jusqu'à ce que son épaule frappe le mur. « Papa, tu as fait ça. » Daniel s'est tourné vers elle avec un regard que j'avais déjà vu, un regard qui suppliait d'être cru juste assez longtemps pour échapper à la vérité. « Émilie, ce n'est pas ce que ça semble être. » Elle l'a fixé. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Il a ouvert la bouche, mais Thomas avait déjà un autre papier à la main. « Linda, il y a plus. » Je me suis préparé. Ce projet faisait également référence à une dépendance financière prévue en relation avec un membre adulte du ménage. Il fit une pause, puis regarda Émilie attentivement. « Cela semble être votre belle-fille. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Thomas hocha la tête. Il y avait un langage suggérant un besoin à long terme de soutien résidentiel continu lié à une dépendance éducative et transitionnelle.
Cela semblait rigide et légal, mais je comprenais. Daniel construisait une histoire sur papier. Une histoire qui disait que lui et Émilie dépendaient de moi. Une histoire qui rendrait plus difficile pour mes enfants de sécuriser ma maison s'il m'arrivait quelque chose. Une histoire qui transformait ma gentillesse en une arme contre moi-même. Je me suis assise lentement, mes jambes ne me tenant plus. La trahison au sein d'un mariage est une sorte de douleur. Mais la trahison dirigée contre vos enfants après votre départ, c'est un autre niveau de douleur. C'est voler la paix. C'est atteindre un avenir que vous avez essayé de laisser en sécurité pour les gens que vous aimez. Daniel a repris la parole, plus fort cette fois, comme si le volume pouvait corriger la vérité. J'essayais juste de m'assurer qu'Émilie ne se retrouverait pas à la rue s'il m'arrivait quelque chose. C'est tout. Je l'ai regardé. Alors tu aurais dû me parler. Il a eu un rire frustré. Chaque fois que j'essayais de parler de planification à long terme, tu devenais émotive. J'ai presque souri à la pure audace. Émotionnel. Ce mot encore. C'est incroyable à quel point les gens égoïstes qualifient facilement l'honnêteté d'émotionnel quand ils ne veulent pas l'entendre. J'ai dit, tu n'as pas parlé de planification à long terme. Tu as agi dans mon dos et commencé les démarches pour une maison qui ne t'appartient pas. Émilie pleurait à nouveau, mais maintenant elle ne me regardait pas. Elle le regardait. Tu m'as entraîné là-dedans. Il a fait un pas vers elle. J'essayais de te protéger. Elle a reculé brusquement. Non, a-t-elle dit, tu m'utilisais encore. Il y avait une qualité brute dans sa voix qui m'a fait la regarder différemment un instant. Pas avec tendresse. Pas encore, mais différemment. Car peut-être avait-elle été grossière et arrogante pendant des années. Oui. Peut-être avait-elle pris et pris sans poser assez de questions. Mais à cet instant, elle découvrait ce que c'était d'être utilisée par la personne en qui elle avait le plus confiance. Cela n'effaçait pas ce qu'elle m'avait fait, mais cela expliquait quelque chose. Thomas s'éclaircit doucement la gorge. Linda, je dois aussi vous conseiller sur les mesures immédiates. Parce qu'il y a eu une tentative de dépôt, même si incomplète, je recommande que nous fassions 3 choses aujourd'hui. Premièrement, placer des protections supplémentaires sur le titre de propriété et des alertes de fraude auprès du bureau des registres immobiliers. Deuxièmement, mettre à jour immédiatement vos documents de succession. Et troisièmement, décider si M. Brock doit continuer à résider dans la maison pendant que cela est traité. La pièce sembla se contracter autour de cette dernière phrase. Daniel me fixa. Tu ne vas pas me mettre dehors. Ce n'était pas une question. J'ai repensé aux premiers mois de notre mariage, aux dîners agréables, à la manière prudente dont il parlait quand il voulait paraître bon. J'ai repensé à chaque fois où j'avais douté de mon propre malaise parce que je voulais la paix plus que la vérité. Puis j'ai repensé à Marc. Marc qui ne m'avait jamais fait me sentir petite dans ma propre maison. Marc qui avait l'habitude de dire que la confiance n'est pas prouvée quand la vie est facile. Elle est prouvée quand une personne a la chance d'être égoïste et choisit de ne pas l'être. Daniel avait sa chance, de nombreuses chances. Et chaque fois il s'est choisi lui-même. Je me suis levé. En fait, dis-je, je le suis. La tête d'Émilie s'est relevée. Daniel a fait un pas vers moi mais s'est arrêté. Quand Thomas s'est levé de toute sa hauteur, la voix de Daniel a baissé. Tu ne peux pas faire ça pour quelques papiers qui n'ont même jamais été finalisés. J'ai maintenu son regard. Je peux faire cela parce que tu m'as menti. Tu as utilisé mon argent. Tu as permis à ta fille de m'humilier. Tu as admis ne pas m'aimer comme une femme le mérite. Et tu as tranquillement préparé un moyen de t'interposer entre mes enfants et la maison que leur père et moi avons construite ensemble. Les papiers ne sont pas la seule raison. Ils sont juste la dernière preuve dont j'avais besoin. Son visage s'est durci. Tu fais une erreur. Peut-être, dis-je, mais ce sera mon erreur dans ma maison, pas la tienne en secret. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait crier. Au lieu de cela, il a juste eu l'air fatigué. En colère aussi, mais fatigué, comme les gens ont l'air quand la version soigneusement construite de leur vie s'effondre soudainement. Émilie a parlé avant lui. Papa, l'as-tu déjà vraiment aimé? La question flottait dans la pièce comme de la fumée. Il m'a regardé, puis Émilie, puis a détourné le regard. J'avais de l'affection pour elle. La bouche d'Émilie s'est ouverte d'incrédulité.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il n'a rien dit. Et parfois le silence est la plus forte des confessions. Je n'ai ressenti aucune victoire, seulement de la tristesse, car c'était l'homme que j'avais épousé. C'était la vérité à côté de laquelle j'avais dormi. Thomas commença à séparer les documents en piles, son calme me donnant quelque chose de stable à quoi me raccrocher. « Linda, dit-il, voulez-vous que je contacte un serrurier et que je prépare l'avis temporaire d'occupation ?» Daniel laissa échapper un rire étouffé. « Vous avez tout planifié en un matin. »« Non, dis-je doucement. Tu as planifié ça pendant des mois. J'ai juste enfin compris. » Cela a fait mouche. Il s'est tourné et a passé les 2 mains sur son visage. Puis il a dit, « Bien. Je vais partir quelques jours jusqu'à ce que les gens se calment. » Les gens, comme si tout cela était une humeur collective et non sa trahison. « Non, ai-je dit. Tu feras tes bagages et tu partiras aujourd'hui. » Émilie me regarda stupéfaite. « Aujourd'hui. » « Oui, dis-je. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, puis son visage changea. La fierté revint un instant, essayant de la sauver. « Alors quoi ? » « Je pars aussi. » J'ai pris une profonde inspiration. Cette question importait plus qu'elle ne le savait, car jusqu'à ce moment, j'étais seulement certaine d'une chose, Daniel devait partir. Émilie était différente. Elle n'était pas innocente. Non, mais elle était plus jeune, moins formée, encore en train de devenir qui elle allait être. Et elle portait toujours les dommages d'un père qui résolvait la culpabilité avec l'argent et la faiblesse avec les mensonges. Je l'ai regardé attentivement. Ton père part. Quant à toi, nous n'en parlerons pas tant que tu n'auras pas dit toute la vérité. Elle fronça les sourcils. À propos de quoi ? À propos de tout ce que j'ai dit ? À propos de tes dépenses ? À propos de l'université ? À propos des mensonges que tu as racontés ? À propos de ce que tu savais de ces projets ? Et à propos de pourquoi tu me détestais tant avant même que je te donne une raison. Elle me regarda fixement. Puis, lentement, la colère s'évanouit de son visage, laissant quelque chose de beaucoup plus effrayé à sa place, car elle comprenait maintenant que ce n'était pas seulement une affaire de dîner, de voiture ou de frais de scolarité. Je demandais la vraie histoire, et elle en avait une. Je pouvais le voir dans ses yeux. Thomas et Monsieur Harris se sont retirés dans l'entrée pour nous donner de l'espace, mais pas trop, juste assez pour que le moment suivant soit douloureusement privé. Émilie regarda de Daniel à moi. Quand elle parla, sa voix était faible et tremblante. Je ne te haïssais pas au début. J'ai attendu. Elle a dégluti. J'avais peur de toi. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Peur de moi. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Parce que papa m'a dit que si tu découvrais ce qui s'était passé avec les dettes médicales de maman et avec l'appartement après sa mort, tu ne l'épouserais jamais. Il m'a dit que si je voulais que nous survivions, je devais me taire et rester de son côté. Il a dit, si tu savais la vérité, tu nous laisserais sans rien. La pièce est devenue glaciale. J'ai entendu Thomas cesser de bouger dans le couloir. Daniel a brusquement tourné la tête vers elle. Émilie, arrête. Mais elle tremblait déjà. Des années de peur et de confusion éclataient enfin. Non, a-t-elle pleuré. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de mentir pour toi. J'ai fait un pas vers elle. Quelle vérité, Émilie ? Elle m'a regardé à travers ses larmes. Papa a utilisé l'argent de l'assurance de maman et presque tout ce qui provenait de la vente de l'appartement il y a des années. C'était censé couvrir ses soins et mon avenir, mais il en a perdu une énorme partie dans de mauvais investissements et des dettes secrètes. Puis, après sa mort, il a continué à faire semblant qu'il restait moins d'argent à cause des factures médicales. Il y avait des factures, oui, mais pas comme il l'a dit. Il n'a cessé d'emprunter, de colmater les brèches et de mentir. Et quand il t'a rencontré, il m'a dit de ne pas tout gâcher parce que tu étais notre chance d'être à nouveau en sécurité. J'ai porté une main à ma bouche. Daniel a fait un pas en avant. Ça suffit. Mais Thomas était déjà de retour dans le salon, et pour la première fois de la journée, sa voix était perçante. Ne faites pas un pas de plus, Monsieur Brock. Daniel se figea. Toute la maison semblait s'être fendue au-dessus d'un trou profond. Soudain, toutes les explications de l'année précédente s'accordèrent. La pression pour l'argent,
la dépendance constante, l'urgence autour de la maison, la fausse préoccupation pour la planification à long terme, la culpabilité, la peur, la manipulation. Ce n'était pas de l'égoïsme aléatoire. C'était du désespoir déguisé en famille. J'ai regardé Daniel, vraiment regardé, et pour la première fois, je n'ai pas vu un veuf en deuil qui avait besoin d'amour. J'ai vu un homme qui avait construit sa vie en couvrant un mensonge par un autre. Ma voix est sortie basse. Tu m'as épousé parce que tu te noyais. Il n'a rien dit. Émilie a répondu pour lui, sanglotant, maintenant complètement défaite. Oui. La pièce est redevenue silencieuse. Et puis, avant même que je puisse décider quoi dire, il y eut un coup sec et fort à la porte d'entrée encore ouverte. Pas la sonnette polie d'avant. C'était un coup sec et officiel. Tout le monde s'est tourné. Monsieur Harris fut le premier à se diriger vers la porte, l'ouvrant un peu plus. Sur le porche se tenait un agent de police en uniforme, et à côté de lui, une femme en blazer bleu marine tenant un dossier. La femme a regardé au-delà de lui, directement Daniel, et a dit « Daniel Brock, nous avons besoin de vous parler immédiatement concernant une plainte formelle et des documents financiers liés à la succession de votre défunte épouse. » Et l'officier a ajouté des mots qui ont fait pousser un cri aigu à Émilie. « Vous devez également savoir, monsieur, que le nom de votre fille apparaît sur l'un des registres de transfert. » Le cri d'Émilie a rebondi sur les murs, semblant secouer toute la maison. Pendant une seconde, personne n'a bougé. L'agent de police se tenait sur le porche, le visage calme, une main près de sa ceinture, sans menace, juste ferme. La femme à côté de lui avait l'air de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à lire des papiers qui pouvaient ruiner des matinées entières. Elle serrait un dossier contre sa poitrine et gardait ses yeux rivés sur Daniel. Mon avocat, Thomas, s'est immédiatement avancé. Officier, je suis Thomas Reed, l'avocat de Madame Parker. Veuillez entrer. L'officier a fait un bref signe de tête. La femme en blazer est entrée avec lui. Daniel semblait vouloir s'enfuir, mais il n'avait nulle part où aller. Émilie était toujours appuyée contre le mur, pleurant si fort qu'elle devait se couvrir la bouche. La femme s'est présentée la première. Je m'appelle Karen Whitmore. Je représente le Conseil des enquêtes financières ouvertes concernant la succession de Susan Brock. Puis l'officier a dit, je suis l'officier Neil. Nous ne procédons à aucune arrestation pour le moment. Nous sommes ici parce que de nouvelles informations ont été portées à notre connaissance ce matin et nous avons besoin de clarification avant que cela ne progresse. Clarification. Le mot semblait si doux pour quelque chose de si aigu. Je me tenais toujours près de la fenêtre, les mains froides, le dos droit. J'avais été humilié, menti et utilisé. Je ne m'effondrerai pas maintenant. Karen a ouvert son dossier et a regardé Daniel directement. Monsieur Brock, les dossiers liés à la succession de votre défunte épouse ont été examinés après qu'une préoccupation a été soulevée concernant la gestion antérieure des actifs et les activités de transfert subséquentes. Cet examen a été motivé par des questions liées à la propriété et aux demandes de dépendance, et parce que certains chiffres d'anciens documents ne correspondent pas à des déclarations justificatives plus récentes. Daniel a eu un rire faible. C'est ridicule. Karen n'a pas ri en retour. Est-ce que c'est ça? Il s'est tu. Émilie allait de visage en visage comme si elle ne pouvait pas suivre. Son mascara avait un peu coulé sous ses yeux, la faisant paraître beaucoup plus jeune et triste que je ne l'avais jamais vue. Puis elle a demandé, la voix tremblante, « Pourquoi avez-vous dit que mon nom figurait sur un dossier de transfert ?» Karen s'est tournée vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Parce qu'un des documents inclut une ligne de concordance avec votre nom, liée à une position de dépendance financière et une connaissance préalable des mouvements de compte. » Émilie a immédiatement secoué la tête. « Je ne sais même pas ce que ça veut dire, » a dit l'officier. « Cela signifie que votre nom a été utilisé d'une manière qui suggère que vous saviez quelque chose sur certains arrangements financiers. » J'ai vu la peur se répandre sur son visage. « Non, » murmura-t-elle. Daniel s'est finalement avancé. Ça dégénère. Émilie ne comprend rien à tout ça. Elle n'a jamais été impliquée dans les décisions successorales. Karen a regardé le dossier, puis l'a regardé. Cela peut être vrai, mais son nom y figure, ce qui signifie qu'il n'y a que 3 possibilités. Soit elle a signé quelque chose qu'elle n'a pas compris, soit quelqu'un a utilisé son nom sans sa pleine connaissance, soit quelqu'un ment maintenant.
Personne n'a parlé. C'est ça la vérité. Quand elle entre enfin dans une pièce, elle ne crie pas. Elle laisse juste les gens avec moins d'endroits où se cacher. Thomas a parlé ensuite, aussi calme que jamais. Pour le bien de tous, je pense qu'il sera utile de procéder pièce par pièce. Karen hocha la tête. D'accord. Elle sortit plusieurs papiers de son dossier et les disposa soigneusement sur ma table basse, juste sur le bois poli où je gardais habituellement des fleurs et des albums photos. C'était presque cruel de voir des problèmes juridiques étalés au centre de ma maison. Elle désigna le premier document. Ceci concerne le paiement de la police d'assurance vie de Suzanne Brock. Puis le second, ceci concerne la vente de l'appartement après son décès. Et le troisième, et ceci concerne les déclarations subséquentes déposées pour étayer les affirmations de ressources limitées et de besoins de dépendance. J'ai regardé Daniel. Il regardait les papiers, pas moi. Karen continuait de parler, ces mots assez clairs pour qu'un enfant puisse suivre. Après la mort de Suzanne, il y avait plus d'argent disponible que les registres ultérieurs ne le suggèrent. Une partie a été utilisée correctement. Une partie n'a pas été clairement justifiée. Il y a des signes de pertes importantes, de dettes privées et d'explications trompeuses données par la suite. Certaines de ces explications semblent avoir été répétées plus tard lors de la recherche d'aide financière auprès d'autres parties. D'autres parties. Elle n'avait pas besoin de prononcer mon nom. J'ai parfaitement compris. Daniel ne m'avait pas seulement menti en disant qu'il avait besoin d'aide. Il mentait depuis des années sur ce qui était perdu, ce qui était dû et ce qui restait. La voix d'Émilie s'est brisée. « Papa, as-tu volé l'argent de maman ?» Il s'est tourné vers elle. Non. Mais la réponse est venue trop vite. Pas assez en colère. Pas assez douloureuse. Juste vite, Karen a dit, utilisons nos mots avec soin. La préoccupation à ce stade est la fausse déclaration et l'utilisation abusive, pas une conclusion criminelle finale. Mais il y a des questions très sérieuses. Émilie couvrit son visage. Je ne peux pas faire ça. Ce fut le premier instant où je vis vraiment l'enfant piégé dans la jeune femme qui m'avait insulté. Pas la bouche insolente, pas les chaussures chères, pas les habitudes arrogantes. L'enfant, celle qui avait été nourrie de demi-vérités et de peur jusqu'à ce qu'elle apprenne à survivre en leur sein. Cela n'excusait pas ce qu'elle était devenue, mais cela expliquait comment elle en était arrivée là. J'ai dit doucement, « Émilie, regarde-moi. » Elle baissa lentement les mains. « As-tu déjà signé des papiers que ton père te donnait sans les lire ?» Ses yeux se tournèrent vers Daniel, puis vers moi. « Parfois, dit-elle, pour des affaires d'école, d'assurance. » Je ne sais pas. Il disait juste, « Signe ici. » Ce ne sont que des papiers. Karen a regardé Thomas, puis l'officier. « C'est utile » a aboyé Daniel. « Non, ça ne l'est pas » a répondu Thomas avant que quiconque ne puisse. En fait, ça l'est, parce que ça soulève une autre question sur la véritable information de ces signatures. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Émilie l'a regardé, l'incrédulité naissante. « Tu m'as dit que c'était des formulaires normaux. » Il a rétorqué. C'était. Karen a soulevé une feuille légèrement. L'une d'entre elles ne l'était pas. L'une d'entre elles semble approuver la compréhension d'un plan de dépendance ménagère lié à une future position de logement. Émilie semblait à nouveau perdue. Je ne comprends même pas cette phrase. J'ai fait un pas en avant et je lui ai expliqué clairement. Cela signifie qu'un bout de papier donne l'impression que tu savais que ton père organisait les choses pour que vous deux restiez protégés par mon argent et ma maison. Sa bouche s'est ouverte. Non, non, je ne savais jamais ça. Daniel a frotté son front fort comme s'il pouvait écraser le problème. Tout est déformé. Le visage de Karen est resté impassible. Alors, démêlez-le. C'est ce que fait la vérité. Elle pose des questions simples. Expliquez-le. Daniel a fait les 100 pas sur le tapis, puis à nouveau. Finalement, il s'est arrêté et m'a regardé, le visage fatigué et en colère. Tu veux tellement la vérité, Linda. Bien, il a désigné les papiers. Oui, j'ai trop dépensé après la mort de Suzanne. Oui, j'ai fait de mauvais investissements. Oui, il y avait des dettes. Et oui, j'avais honte. Es-tu heureuse maintenant? Personne n'a répondu car la honte n'était pas toute l'histoire. Il a continué.
J'ai essayé de réparer ça. Chaque année, je pensais pouvoir m'en sortir. Chaque année, ça empirait. Émilie avait besoin d'école, d'une voiture, de stabilité. Je ne voulais pas qu'elle sache à quel point les choses étaient graves. Émilie le fixa. Alors tu m'as menti aussi. Il la regarda et pour la première fois il y avait quelque chose comme une vraie culpabilité sur son visage. J'essayais de te protéger. Elle a presque ri à travers ses larmes. Tu ne me protégeais pas. Tu protégeais la version de toi-même que tu voulais que les gens croient. Cela l'a frappé. Je l'ai vu, et une petite partie de moi a été surprise de ressentir quelque chose comme de la fierté en elle pour l'avoir dit. Karen a posé la question suivante. Avez-vous dit à Madame Parker toute la vérité sur vos finances avant le mariage? Daniel est resté silencieux. Thomas a répondu pour lui. D'après ce que j'ai examiné, non. Karen hocha la tête une fois et écrivit quelque chose. Puis elle demanda, avez-vous déjà dit à Madame Parker que vous aviez l'intention de déposer des documents concernant le titre de propriété de sa maison? Non, dis-je avant que Daniel ne puisse parler. Il me lança un regard, mais je le maintiens. Non, dis-je. Tu as agi dans mon dos. L'officier Neil parla enfin à nouveau. Monsieur Brock, c'est précisément pourquoi nous sommes ici. Quand les questions de créances de dépendance successorale et de manœuvres immobilières commencent à se croiser, il devient très important de savoir qui savait quoi et quand. Soudain, ma maison me parut trop petite pour contenir toute la vérité. J'avais besoin d'air. Je me suis dirigé vers la porte arrière, l'ai ouverte et je suis sorti un instant sur le porche. Le soleil du matin était plus haut maintenant. Les oiseaux s'affairaient dans l'érable. Quelque part dans la rue, un chien aboyait. Des bruits normaux, de beaux bruits, des bruits d'un monde qui ne s'était pas arrêté, même si le mien s'était ouvert. Rachel disait toujours, la douleur devient plus facile à supporter quand quelqu'un la nomme enfin. Et c'est ce qui se passait. Ça faisait toujours mal, mais au moins je ne me noyais plus dans le brouillard. Une minute plus tard, j'entendis des pas doux derrière moi. Émilie. Je me suis retourné. Elle se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure, se serrant dans ses bras. Pour une fois, elle n'avait pas de réplique cinglante prête, pas de regard dédaigneux, pas de petit sourire narquois, juste un visage fatigué et effrayé. « Je sais que tu dois me détester », a-t-elle dit. J'ai pensé à mentir. Je ne l'ai pas fait. Je ne te déteste pas, Émilie, mais tu m'as profondément blessé. Elle a hoché la tête comme si elle savait qu'elle le méritait. J'ai été horrible avec toi. Oui, tu l'as été. Des larmes ont coulé à nouveau sur ses joues. Je pensais que si je pouvais te faire te sentir comme une étrangère dès le début, tu ne te rapprocherais jamais assez pour voir ce qui n'allait pas chez nous. Papa m'a toujours fait croire que si tu posais trop de questions, tout s'effondrerait et ce serait ma faute. J'ai laissé ces mots s'installer une seconde. Puis j'ai demandé, c'est pour ça que tu m'as insulté devant ma famille. Elle a baissé les yeux. En partie, et en partie parce que j'étais en colère contre moi-même. Contre tout le monde, a-t-elle murmuré. Contre maman de mourir, contre papa de toujours agir si faiblement, contre moi-même parce que je savais que quelque chose n'allait pas et j'ai quand même choisi la facilité. Et contre toi parce que tu étais gentil et cela me faisait me sentir pire. C'était assez honnête pour faire mal. La gentillesse fait parfois cela. Elle met en lumière les parties des gens qu'ils ne veulent pas regarder. Je me suis appuyé sur la balustrade du porche et je l'ai observé attentivement. Comprends-tu pourquoi je t'ai coupé ce matin? Elle a hoché la tête immédiatement. Oui. Dis-le quand même. Elle a pris une respiration tremblante. Parce que j'ai utilisé ton aide tout en te traitant comme si tu n'avais pas d'importance. Parce que j'ai pris des choses que je n'avais pas gagnées. Parce que j'ai laissé papa te faire paraître ridicule dans ta propre maison. Parce que j'ai agi comme si ton soutien était mon droit alors que c'était en fait ton cadeau. C'était la chose la plus claire qu'elle m'ait jamais dite. J'ai dit, bien. Accroche-toi à cette vérité. Elle pourrait encore te sauver. Elle a pleuré plus fort alors, mais plus doucement. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, a-t-elle admis. Je ne savais pas non plus, mais quelque chose devenait clair. Daniel ne pouvait pas rester. Le mariage, tel que je l'avais connu, était terminé. Les problèmes d'argent étaient pires que ce que j'avais imaginé.
Et Émilie était à un carrefour de sa vie. Elle pouvait continuer à être le reflet de son père, ou elle pouvait faire le travail douloureux de devenir quelqu'un de mieux. De l'intérieur, j'entendis Thomas m'appeler. Je rentrais. Karen avait rangé des papiers et en avait laissé d'autres éparpillés en groupes séparés. L'officier Neil se tenait près de l'entrée, observant sans envahir personne. Thomas me regarda. Linda, j'ai besoin de votre décision concernant la situation de résidence immédiate et les étapes formelles de séparation. Je répondis sans hésiter. Daniel part aujourd'hui. Les serrures sont changées aujourd'hui. Mes documents de succession sont mis à jour aujourd'hui, et je veux que l'avis écrit soit préparé. Daniel me regardait comme s'il ne pouvait toujours pas croire que j'étais sérieuse. Linda, réfléchis bien. Non, a-t-il dit, tu es en colère. Le vieux stratagème encore pour diminuer ma clarté en l'appelant de la colère. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis en colère et je suis prudente. Les deux peuvent exister en même temps. Karen a presque souri à cela. Émilie s'est assise lentement sur le bord d'une chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Puis elle a dit quelque chose auquel aucun de nous ne s'attendait. Je vais tout leur dire. Daniel s'est retourné si vite que ses chaussures ont raclé le sol. Émilie, non. Elle s'est levée à nouveau, tremblante, mais droite. J'en ai assez de me taire pour toi. Mon cœur a fait un bond contre mes côtes. C'était le moment. Le moment où le silence gagne ou perd, et pour la première fois, elle a choisi de s'y opposer. Elle nous a parlé des cartes de crédit que Daniel cachait à la famille en changeant les adresses postales. Elle nous a parlé de l'avoir entendu au téléphone tard le soir, mendiant des prolongations. Elle nous a parlé d'une petite unité de stockage qu'il gardait et qu'il visitait seul. Elle nous a parlé de papiers qu'il lui avait fait signer un jour, en disant « c'est juste une sauvegarde au cas où nous aurions besoin de prouver notre situation ». Elle nous a raconté comment Daniel s'énervait quand Suzanne parlait directement d'argent. Parce que, selon les mots d'Émilie, maman pouvait sentir un mensonge avant même qu'il ne soit à moitié sorti de la pièce. Plus elle parlait, plus Daniel semblait à la fois se rétrécir et se durcir, non pas avec remords, mais avec exposition. Puis Émilie s'essuya le visage et prononça le pire. Il y a encore une chose. La pièce se figea. Elle me regarda, pas lui. Quelques semaines avant votre mariage, j'ai surpris papa au téléphone avec quelqu'un. Il a dit que s'il pouvait juste s'installer chez vous et tout mélanger suffisamment, il pourrait enfin respirer. Il a dit que tu étais seule et confiante, et que ça rendait les choses plus faciles. Je ne savais pas que l'on pouvait ressentir un tel froid chez soi. Même Thomas a baissé les yeux un instant. Daniel a explosé. Ça suffit. Il a fait un pas vers elle et l'officier Neil s'est interposé instantanément. Pas un pas de plus, monsieur. Daniel est resté figé, respirant difficilement. Personne n'a parlé pendant un long moment, car ce qu'Émilie venait de dire a balayé la dernière excuse facile. Ce n'était pas seulement de la faiblesse. Ce n'était pas seulement de la peur. Ce n'était pas seulement de mauvaises décisions après le deuil. C'était une intention. Il avait vu ma solitude et l'avait traitée comme une opportunité. Il avait vu ma confiance et l'avait traitée comme un outil. Je me suis assise parce que je me suis soudainement sentie très fatiguée. J'avais aimé auparavant. J'avais enterré un homme bon. J'avais rouvert ma vie, les mains tremblantes. Et cet homme avait regardé tout cela et pensé, plus facile. C'était le mot qui faisait le plus mal, pas utile, pas sûr, pas gentil, plus facile. Pendant un moment, la pièce est devenue pratique. Thomas a appelé un serrurier. Karen a expliqué qu'il y aurait une révision plus approfondie des documents et qu'Émilie pourrait avoir besoin de son propre avocat plus tard, selon ce qu'elle avait signé en connaissance de cause. L'officier Neil a posé de brèves questions et pris de brèves notes. Daniel est monté à l'étage sous surveillance pour faire sa valise et rassembler ses affaires essentielles. Il bougeait comme quelqu'un qui ne pouvait toujours pas croire que le monde avait changé. Pendant qu'il était à l'étage, Rachel est arrivée. Ben l'avait sûrement appelée, car elle est venue rapidement, les cheveux attachés, l'inquiétude lisible sur son visage. Dès qu'elle m'a vu, elle a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras. Maman. Et puis, finalement, j'ai laissé couler quelques larmes. Pas de grosses, juste assez pour admettre que j'étais blessé. Rachel a regardé autour de la pièce, a vu Thomas, a vu les fonctionnaires,
a vu Émilie effondrée sur la chaise, et a compris que c'était bien plus qu'une dispute familiale. Elle a embrassé ma tempe et a murmuré « Je suis là ». Cela importait plus que je ne peux l'expliquer. Parfois, la force ne consiste pas à être seul. Parfois, il s'agit de laisser enfin les bonnes personnes être avec vous. Un peu plus tard, Ben est venu aussi, grand et en colère, et essayant fort de ne pas le montrer. Il a salué Thomas, a hoché la tête au fonctionnaire, puis a regardé vers les escaliers avec une expression qui en disait long sans un seul mot. Quand Daniel est descendu avec sa valise, la maison est redevenue silencieuse. Il s'est arrêté près de la porte et m'a regardé une dernière fois. « Linda, a-t-il dit, nous n'avons pas à tout détruire en un jour. » J'ai répondu avec la vérité la plus calme que j'avais. « Tu l'as détruit bien avant aujourd'hui. Aujourd'hui est juste le jour où j'ai arrêté de faire semblant. » Puis il a regardé Émilie. « Viens avec moi. » Son visage a vacillé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle le ferait. Cette vieille attirance de l'habitude, de la peur et de la loyauté vivait encore en elle. Mais ensuite, elle m'a regardé, Rachel, Ben, les papiers sur la table, et enfin son père. « Non », a-t-elle dit. La bouche de Daniel s'est contractée. « Émilie. »« Non », a-t-elle répété plus fermement cette fois. « J'ai besoin de rester et de dire la vérité. » Il la regarda comme s'il ne la reconnaissait plus. Puis, sans un mot de plus, il sortit. La porte d'entrée se referma derrière lui avec un lourd bruit sourd qui sembla résonner à travers les murs et dans le jardin. Pour la première fois de la journée, la maison était vraiment silencieuse. Pas encore paisible, mais honnête, et l'honnêteté était un début. Rachel a préparé du thé, parce que c'est ce qu'elle fait en cas de crise. Ben a appelé Laura pour lui dire qu'il serait en retard. Thomas est resté pour m'aider à examiner les premiers documents de séparation. Karen a laissé des copies des avis formels et a dit que quelqu'un de l'équipe d'examen de la succession pourrait revenir. L'officier Neil est parti après avoir donné une simple instruction d'appeler si Daniel revenait et causait des problèmes. Lentement, le matin s'est transformé en après-midi. Émilie est restée. Elle n'a pas demandé à manger. Elle a à peine touché son téléphone. Elle ne s'est pas vexée lorsque Rachel lui a donné un verre d'eau et rien d'autre. À un moment donné, elle m'a regardé et a dit « Je sais que tu ne me dois rien en ce moment. » « C'est vrai, ai-je dit. » Elle a hoché la tête et a baissé les yeux. Puis je me suis surprise à dire « Mes devoirs et choisir ne sont pas toujours la même chose. » Rachel m'a regardé et a compris instantanément. Je ne pardonnais pas encore à Émilie, mais je laissais une petite porte ouverte à la vérité et au changement. Ce soir-là, après le départ de Thomas et que le serrurier eut changé la dernière serrure, j'ai parcouru la maison pièce par pièce. La cuisine, le couloir, la chambre d'amis où Émilie avait jeté ses vêtements comme si elle possédait les lieux. Ma chambre, le porche arrière. J'ai touché les comptoirs, les encadrements de porte, la vieille chaise de salle à manger où Marc s'asseyait. Non pas parce que la maison importait plus que les gens, mais parce que c'était la scène où j'avais appris quelque chose de douloureux et nécessaire. Une maison sans respect devient un piège. Une maison avec la vérité, même une vérité douloureuse, a une chance de guérir. Quand je suis revenu au salon, Émilie était assise sur le canapé, petite et épuisée, tenant la lettre de Suzanne dans ses mains. Elle a levé les yeux vers moi. Je pense que maman connaissait papa mieux que moi. J'ai dit, je pense qu'elle espérait aussi qu'un jour tu te connaîtrais mieux. Cela la fit pleurer de nouveau, mais doucement. Rachel a ramené les petits-enfants à la maison. Ben a promis de revenir le matin. La maison s'est installée dans la pénombre du soir. Et juste au moment où je pensais que le pire de la journée était passé, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Presque. Mais quelque chose en moi a dit « Réponds ». Alors je l'ai fait. Allô. Une voix de femme est venue, plus âgée, nerveuse et tendue par l'urgence. Madame Parker. Oui. C'est Janet Collins. J'ai travaillé avec la sœur de Suzanne sur certains papiers de succession il y a des années. Karen Whitmore m'a donné votre numéro après ce qui est sorti aujourd'hui. Ils ont dit que vous aviez trouvé la lettre de Suzanne. J'ai serré le téléphone plus fort. Oui, je l'ai fait. La femme a pris une respiration tremblante. Alors vous devez savoir ceci. Suzanne a écrit plus d'une lettre avant de mourir.
Et la deuxième n'était jamais destinée à Daniel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. De quoi parlez-vous? Sa voix a baissé jusqu'à presque un murmure. Il y a une autre lettre. Et si ce qu'on me dit est exact, elle explique pourquoi Suzanne a cessé de faire confiance à son mari bien avant sa mort. Elle nomme aussi la personne qui l'a aidé à cacher ce qu'il a fait. J'ai eu froid de la tête aux pieds. Parce que vous attendez des mensonges d'un homme faible. Mais les aides secrètes, ce sont des choses différentes. Ce sont les gens qui sourient pendant que votre vie est tranquillement réorganisée dans votre dos. J'ai jeté un coup d'œil à travers le salon où Émilie était assise. Elle me regardait déjà, son visage effrayé par mon expression. Et quand j'ai enfin retrouvé ma voix, j'ai posé la question qui a de nouveau assombri la nuit. Qui l'a aidé? La femme a répondu, et le nom qu'elle m'a donné était celui de quelqu'un qui était déjà dans ma maison. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu Janet Collins. Mes doigts se sont serrés autour du téléphone jusqu'à me faire mal. Qu'est-ce que tu as dit? Sa voix est revenue, basse et prudente. J'ai dit que la personne qui a aidé Daniel à cacher une partie de la vérité était Émilie. La pièce est devenue silencieuse. En face de moi, Émilie observait déjà mon visage, les yeux écarquillés par la peur. Elle ne pouvait pas entendre les mots exacts de Janet, mais mon expression suffisait à lui faire comprendre que quelque chose avait encore changé. Je me suis légèrement tourné, marchant vers la fenêtre. « Explique-moi ça », ai-je dit. Janet a pris une profonde inspiration. Il y a des années, lorsque Suzanne tombait malade, elle a commencé à examiner de plus près les papiers elle-même. Elle a trouvé des chiffres qui ne concordaient pas. Elle pensait que Daniel déplaçait de l'argent et cachait des dettes. Elle l'a confronté plus d'une fois. Après cela, elle est devenue très prudente. Elle a fait des copies de papier. Elle a écrit des notes. Elle a même dit à sa sœur que si quelque chose lui arrivait, quelqu'un devait regarder de très près l'histoire financière de Daniel. Mon cœur battait dans mes oreilles. Alors, qu'est-ce qu'Émilie a à voir là-dedans? Janet a répondu doucement. Suzanne pensait qu'Émilie avait signé au moins un papier sans en comprendre pleinement le contenu. Mais plus tard, Suzanne craignit qu'Émilie n'aidât son père à garder des secrets, non pas par malice, mais parce qu'elle était jeune, effrayée et loyale. Dans la seconde lettre, Suzanne écrivit que Daniel enseignait à Émilie la mauvaise leçon. Elle dit qu'il lui enseignait à cacher la honte au lieu de l'affronter. J'ai fermé les yeux un instant. Avez-vous la lettre? Oui, a dit Janet. La sœur de Suzanne l'a gardée. Elle ne l'a jamais envoyée parce qu'après la mort de Suzanne, tout était douloureux et désordonné et les gens se sont juste éloignés. Mais quand Karen l'a contactée cet après-midi à propos de ces questions rouvertes, elle s'est souvenue de la lettre et m'a demandé de la contacter tout de suite. Nous pouvons la porter demain matin. J'ai laissé échapper un lent soupir. Merci, Madame Parker. Janet a dit doucement, Suzanne ne vous aurait pas blâmé. En fait, d'après ce dont je me souviens, elle craignait qu'une autre femme ne tombe un jour dans la même tempête. Elle a écrit que si cela arrivait, elle espérait que cette femme serait plus forte qu'elle ne l'avait été. Cela m'a frappé en plein cœur. Après avoir raccroché, je suis resté immobile quelques secondes, regardant le jardin obscur. La lumière du porche éclairait les marches de l'entrée. Les nouvelles serrures étaient en place. Daniel était parti. Rachel avait ramené les enfants à la maison. Ben avait promis d'être de retour tôt. La maison était de nouveau silencieuse, mais ce n'était pas le même genre de silence que je craignais auparavant. Ce calme contenait la vérité. Je me suis retourné. Émilie est descendue du canapé instantanément. Qu'est-ce que c'est? J'ai étudié son visage. Il était fatigué, couvert de larmes, et plus jeune que jamais. Non pas parce qu'elle était devenue innocente. Elle ne l'était pas, mais parce que le masque dur et grossier qu'elle avait porté s'était finalement fissuré, ai-je dit clairement. La femme qui a appelé dit qu'il y a une autre lettre de ta mère. Et dans cette lettre, ta mère dit que tu as aidé ton père à cacher une partie de la vérité. Émilie est devenue livide. Non. Le seul mot est sorti brisé. Je n'ai rien dit. Je voulais qu'elle parle sans que je ne remplisse le silence pour elle. Elle a reculé de 2 pas, puis s'est effondrée lourdement sur le canapé. Je ne savais pas tout, murmura-t-elle. Ce n'était pas assez. Je me suis rapproché, toujours debout.
Dis-moi exactement ce que tu savais. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Je savais que papa avait des problèmes financiers. Je savais qu'il me faisait parfois signer des choses. Je savais que maman et papa se disputaient beaucoup à propos de l'argent avant qu'elle ne meure. Je savais que maman pensait qu'il mentait. Et après, quand elle est tombée plus malade, papa n'arrêtait pas de me dire de ne pas la contrarier, de ne pas poser de questions, de ne pas rendre la vie plus difficile. Elle a dégluti. Puis, après sa mort, il m'a dit qu'il ne restait presque plus d'argent à cause de ses frais de traitement et qu'il faisait de son mieux. Il a dit que les gens le jugeraient s'ils savaient à quel point les choses étaient mauvaises. Il a dit que nous devions rester unis. Ma voix est restée calme. Et tu l'as fait? Oui, a-t-elle murmuré. Elle a couvert sa bouche d'une main, pleurant silencieusement. J'ai signé des papiers. J'ai répété ce qu'il m'avait dit. J'ai agi comme si nous avions moins que ce que nous avions. Je ne comprenais pas tous les détails, mais je savais suffisamment pour savoir que ce n'était pas honnête. Et plus tard, quand il t'a rencontré, il a dit, nous avons enfin une chance d'être à nouveau en sécurité. Il a fait en sorte que si je voulais que nos vies cessent de s'effondrer, je devais être gentil quand il le fallait et silencieuse quand il le fallait. Je l'ai regardé longuement. Alors, pourquoi as-tu été cruel au lieu d'être gentille? La question a frappé fort parce qu'elle a dit, à travers ses larmes, être gentille avec toi me faisait sentir coupable. Tu étais bonne. Tu offrais ton aide. Tu nous faisais confiance. Chaque fois que tu le faisais, ça me rappelait l'avertissement de maman à papa. Ça me rappelait que rien de tout cela n'était propre. Alors, j'étais cruel. Être cruel était plus facile que de ressentir de la honte. C'était l'une des vérités les plus tristes que j'ai jamais entendues. Les gens font ça parfois. Quand la gentillesse expose leurs propres mauvais choix, ils attaquent la personne gentille parce que ça fait moins mal que d'admettre ce qu'ils sont devenus. Je me suis assise en face d'elle. Savais-tu que ton père essayait de se positionner de manière avantageuse avec ma maison? Elle a secoué la tête rapidement. Pas spécifiquement. Je savais qu'il parlait de sécurité et de ne pas se retrouver sans rien. Je savais qu'il voulait mélanger davantage les choses, mais je ne savais rien des documents de propriété avant aujourd'hui. Je jure que cette partie est la vérité. Je l'ai cru, non pas parce qu'elle méritait une confiance facile, mais parce que parfois la douleur a un son que l'on ne peut pas feindre, et la sienne ne semblait plus fausse. Rachel est revenue juste à ce moment-là. Elle avait laissé son pull, mais dès qu'elle est entrée dans la pièce et a vu nos visages, elle a su que quelque chose d'autre s'était passé. Quoi maintenant? A-t-elle demandé. Alors, je lui ai parlé de l'appel de Janet. Rachel a écouté en silence. Puis, elle a regardé Émilie avec la tristesse aiguë que seule une mère peut porter. Comprends-tu ce que tes choix ont fait? A-t-elle demandé à Émilie. Émilie a hoché la tête à travers ses larmes. Oui. Rachel a secoué la tête. Non, je ne pense pas que tu le comprennes encore. La pièce est redevenue très silencieuse. Rachel s'est assise dans le fauteuil près de la cheminée et s'est penchée en avant. Ma mère a retrouvé l'amour après avoir perdu notre père. Cela a demandé du courage. Elle a ouvert sa maison, son argent et son cœur à des gens qui ne méritaient rien de tout cela. Tu l'as insulté devant sa famille. Ton père a abusé de sa solitude. Et même si tu étais jeune et effrayé au début, tu as continué à choisir la facilité bien après avoir été assez grande pour savoir mieux. Émilie a pleuré plus fort, mais Rachel ne s'est toujours pas adoucie. Être blessé ne te donne pas la permission de blesser d'autres personnes. Être confuse n'est pas une excuse pour être cruel. Comprends-tu maintenant? Émilie hocha la tête. Oui. Je les regardais toutes les deux et ressentais deux vérités à la fois. Rachel avait raison. Et Émilie entendait enfin la vérité sans échappatoire. J'ai dit, Rachel, ça suffit pour ce soir. Rachel s'est penchée en arrière, toujours en colère, mais silencieuse. Puis je me suis tourné vers Émilie. Tu ne resteras pas ici ce soir comme si rien ne s'était passé. Son visage s'est affaissé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, je n'ai nulle part où aller. Ce n'était pas entièrement vrai. Elle avait des amis. Elle avait des options. Mais elle voulait la sécurité. Et pour la première fois de sa vie, la sécurité avait des conditions. J'ai dit, tu peux rester une nuit dans la chambre d'amis. Une nuit.
Demain matin, après avoir vu la lettre et reparlé à Thomas, nous déciderons du reste. Ce soir, tu ne toucheras pas à mes comptes, mes dossiers, ni mes affaires. Et demain, si tu es sérieuse au sujet de dire la vérité, tu la diras toute. Elle a hoché la tête rapidement. Je le ferai. Plus de mensonges, ai-je dit. Plus de mensonges, a-t-elle répété. Rachel est restée cette nuit-là aussi. C'était important. Je n'allais pas être seule dans cette maison avec toute cette douleur fraîche. Elle a pris la chambre au bout du couloir. Émilie a pris la chambre d'Amy. Je suis allé dans ma propre chambre, je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé la photo de Marc sur la commode. Je ne l'avais pas vraiment regardé depuis des années. Il souriait sur la photo, un bras autour de moi. Nous étions tous les deux plus jeunes et bronzés après un voyage à la plage que nous pouvions à peine nous permettre. Il y avait tant d'honnêteté dans ce sourire. J'ai touché le cadre et murmuré, « Je suis désolé ». J'ai ignoré les signes avant-coureurs. Puis j'ai ajouté quelque chose que je ne m'attendais pas à dire. Mais je ne suis pas désolé de m'être enfin levé. J'ai un peu dormi cette nuit-là. Pas beaucoup, mais assez. Le lendemain matin s'est levé clair et lumineux. Ben est arrivé avant 9 heures avec des bagels et du café. Thomas est arrivé 10 minutes plus tard. Un peu après, Karen Whitmore est revenue avec Janet Collins, une femme âgée et mince aux cheveux gris doux et aux yeux fatigués, la sœur de Suzanne. Son nom était Hélène. Au moment où elle est entrée et a vu Émilie, son visage s'est rempli de douleur. Émilie a commencé à pleurer avant que quiconque ne dise un mot. « Tante Hélène, je suis tellement désolée. » Hélène leva une main douce. « Nous y viendrons. » Nous nous sommes tous assis dans le salon. La lumière du soleil inondait le sol. Les papiers étaient de nouveau sur la table basse. Mais aujourd'hui, une enveloppe était séparée des autres. Hélène me regarda. Suzanne a écrit ceci pendant la partie la plus difficile de sa maladie. Elle a demandé que si Daniel continuait à choisir les mensonges, et si Émilie était entraînée par ces mensonges, cette lettre soit donnée à celui qui avait le plus besoin de la vérité. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Je l'ai ouverte avec précaution. Le papier tremblait dans mes mains, non pas à cause du papier lui-même, mais à cause de ce qu'il contenait. Je l'ai lu à voix haute. Si vous lisez ceci, c'est que Daniel a continué à faire ce que je craignais qu'il ferait. C'est un homme faible quand la honte le cerne. Au lieu de dire la vérité, il se cache, emprunte, blâme et demande aux autres de porter sa peur. Émilie n'est pas cruelle au fond, mais il lui enseigne de terribles habitudes. Il lui enseigne que la survie importe plus que l'honnêteté et que le silence est synonyme de loyauté. Ce n'est pas le cas. Le silence peut devenir sa propre trahison. Si une autre femme entre dans cette famille après moi, j'espère qu'elle verra clairement. J'espère qu'elle se protégera. Et j'espère qu'un jour Émilie apprendra que l'amour sans vérité devient poison. Quand j'eus fini, personne dans la pièce n'était resté impassible. Hélène pleurait doucement. Rachel fixait le sol. Ben serrait et desserrait la mâchoire. Thomas retira un instant ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Émilie sanglotait ouvertement, et je suis resté là, tenant les mots de Suzanne dans mes mains, ressentant quelque chose que je n'avais pas attendu. Pas de vengeance, pas exactement du soulagement, mais de la clarté. Parce qu'une vérité dite trop tard est toujours une forme de lumière. J'ai regardé Émilie. Ta mère te voyait clairement. Elle a hoché la tête, pleurant fort. Je sais. Puis j'ai posé la question la plus importante. Que choisis-tu maintenant? Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Émilie a essuyé ses yeux avec les deux mains et a dit, « Je choisis la vérité, même si j'ai tout gâché. » Thomas a dit doucement, « La vérité peut ruiner ce qui a été construit sur des mensonges. Ce n'est pas la même chose que de tout ruiner. » Elle a hoché la tête avec un sanglot dans la voix. « Alors je vais tout vous dire. » Et elle l'a fait. Elle a expliqué chaque papier qu'elle se souvenait avoir signé. Chaque fausse histoire qu'elle a répétée sur où l'argent était allé. Chaque fois que Daniel la préparait avant de parler à d'autres personnes. Chaque fois qu'il lui disait d'agir avec gratitude en demandant de l'aide, puis se moquait des gens qui la donnaient. Chaque fois qu'il blâmait Suzanne d'être contrôlante alors qu'elle ne faisait que poser des questions directes. Chaque fois qu'il utilisait la pitié pour dissimuler sa fierté. Puis elle a ajouté une chose qui a complété le tableau.
La veille du dîner de famille, elle nous a raconté, papa a dit, tu commences à poser trop de questions. Il a dit, si je peux juste la faire se sentir assez petite, peut-être qu'elle arrêtera d'essayer d'agir comme un membre de la famille et continuera juste à payer ce dont nous avons besoin. Il a ri en le disant. J'ai ri aussi. Je déteste avoir ri. Rachel a laissé échapper un petit halètement. Ben a marmonné, incroyable. J'ai fermé les yeux une seconde. C'était ça. Le moment, l'insulte, l'humiliation, la raison derrière tout ça. Ce n'était pas un acte de manque de respect aléatoire. C'était une stratégie. Une stratégie cruelle, dégoûtante, conçue pour me ramener au silence. Il s'était trompé. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit, merci d'avoir dit la vérité. Émilie m'a regardé, stupéfaite. C'est tout. Non, dis-je. Ce n'est pas tout. La vérité est le début, pas la réparation complète. Je me suis penché en avant. Voici ce qui va se passer maintenant. Tout le monde a écouté. Ton père est hors de cette maison et hors de ma vie. Thomas finalisera la séparation et toutes les protections légales. Je coopérerai pleinement avec la révision de la succession et toute enquête. Quant à toi, Émilie, je ne te rendrai pas l'argent de l'université ni la voiture. C'est terminé. Tu vas apprendre à te débrouiller seule. Elle a hoché la tête lentement, l'acceptant. J'ai continué. Tu peux rester ici pendant 2 semaines, dans la chambre d'amis uniquement, pendant que tu cherches un emploi, que tu arranges honnêtement ta situation scolaire et que tu trouves un endroit où vivre. Pendant ces 2 semaines, tu suivras mes règles dans cette maison. Tu aideras aux tâches ménagères. Tu parleras respectueusement. Tu iras en thérapie si tu veux avoir une chance de reconstruire une partie de ta vie correctement. Émilie me regarda incrédule. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Après tout, j'ai répondu avec la plus grande vérité que je connaissais. Parce que la punition enseigne une leçon, mais la miséricorde, lorsqu'elle a des limites, peut enseigner un avenir. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Ben m'a regardé et a hoché la tête lentement. Hélène a couvert sa bouche et a pleuré plus fort. Émilie s'est complètement effondrée. Je ne mérite pas ça. Tu ne le mérites probablement pas, ai-je dit. Mais ta mère espérait que tu pourrais encore apprendre. Et je choisis de ne pas devenir cruel simplement parce que d'autres l'ont été avec moi. C'est à ce moment que quelque chose a changé dans la pièce. Pas tout, pas par magie, pas tout de suite, mais suffisamment. Karen Whitmore a passé une autre demi-heure à examiner les étapes suivantes. Thomas a recueilli les déclarations et fait des copies. Hélène a serré Émilie dans ses bras, bien qu'il y ait encore de la douleur entre elles. Janet a promis de transmettre des notes supplémentaires que Suzanne avait partagées avec sa sœur. À midi, le côté pratique du désastre était clair. Daniel ferait face à un examen formel des questions successorales et des dépôts suspects. Que cela se termine par des sanctions civiles, des recouvrements d'argent, ou pire, dépendrait des documents. Mais une chose était certaine. Il avait perdu l'histoire derrière laquelle il se cachait. Il ne pouvait plus se présenter comme un veuf incompris essayant juste de protéger sa fille. La vérité était sur papier maintenant et dans des voix autres que la sienne. Cet après-midi-là, pendant que Rachel m'aidait à trier de vieux dossiers bancaires et que Ben vérifiait les caméras extérieures et les serrures, Émilie nettoyait la cuisine sans qu'on le lui demande. Puis elle est venue à la porte où j'étais assise et a dit, « Je dois te dire encore une chose. » J'ai levé les yeux. Quoi? Elle a pris une profonde inspiration. À ce dîner, quand je t'ai insulté, une partie de moi espérait que tu te mettrais juste à pleurer et que tu quitterais la pièce. Je pensais que papa arrangerait les choses plus tard et que rien ne changerait. Quand tu as souri à la place, j'ai eu peur. J'ai su à cet instant précis que j'avais poussé la mauvaise femme trop loin. Ça m'a presque fait rire au milieu de toute cette tristesse. Tu avais raison à ce sujet, ai-je dit pour la première fois dans toute cette histoire, un petit sourire tremblant traversa aussi son visage. Bien, ai-je ajouté. Souviens-t'en pour le reste de ta vie. Je n'ai pas tissé de liens étroits avec Émilie du jour au lendemain. Cela aurait été faux. La confiance ne se rétablit pas grâce à une seule matinée émotionnelle. Mais au cours des 2 semaines suivantes, elle a travaillé. Elle a vraiment travaillé. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un café-librairie. Elle a appelé son collège et a organisé elle-même une rencontre avec l'aide financière.
Elle a vendu certaines des choses coûteuses qu'elle n'avait pas payées. Elle s'est excusée auprès de Rachel et Ben. Et bien qu'ils aient été plus corrects que chaleureux, ils l'ont écoutée. Plus important encore, elle a cessé de blâmer tout le monde. Elle a pleuré souvent. Moi aussi, bien que pas toujours là où les autres pouvaient me voir. Mettre fin à un mariage, même un faux, fait toujours mal. Perdre le rêve d'être aimé fait mal. Admettre que la solitude m'a fait ignorer le danger, ça faisait mal aussi. Mais je me sentais aussi plus forte chaque jour. La maison me semblait à nouveau mienne. La première chose que j'ai faite a été de décrocher les photos de mariage. Puis j'ai emballé les dernières affaires oubliées de Daniel dans 2 boîtes pour que Thomas les fasse livrer. Puis j'ai repeint la chambre d'amis. Non pas parce que la peinture répare la douleur, mais parce que de nouveaux murs aident quand on est fatigué de regarder de vieilles erreurs. Au bout de 2 semaines, Émilie se tenait dans l'entrée avec une valise, un sac à dos, et des yeux qui semblaient plus vieux, mais d'une meilleure manière. Elle avait trouvé une chambre à louer avec une collègue près du café. Elle continuerait à travailler et prendrait moins de cours pendant un certain temps. Ce n'était pas la vie facile à laquelle elle s'attendait, mais peut-être que la facilité avait été le problème depuis le début. Elle m'a regardé et a dit, « Je n'attends pas de pardon en ce moment. » J'ai apprécié cela. Puis elle a dit, « Mais merci de ne pas m'avoir laissé rester la personne que je devenais. » Celle-là m'a marqué. Je lui ai dit, « Ta mère t'a averti. La vie t'a puni. J'ai juste refusé de te sauver de la vérité. » Elle a un peu pleuré, puis m'a serré dans ses bras avec précaution, comme si elle demandait sans mots. Après un instant, je l'ai serrée dans mes bras à mon tour. Non pas parce que tout était guéri, mais parce que certaines choses commencent par l'honnêteté et la patience. Puis elle est partie. Les mois ont passé. Le côté légal a avancé lentement, comme ces choses le font, mais il a avancé. Les mensonges de Daniel ont continué à s'effilocher. Les protections de propriété ont tenu. Le chemin de l'héritage de mes enfants était sécurisé. Il a envoyé des lettres au début, puis des excuses, puis le silence. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Rachel a recommencé à venir tous les vendredis après-midi, comme elle le faisait après la mort de Marc. Ben a réparé le portail arrière et a plaisanté en disant que ma maison avait maintenant plus de défense qu'une banque. Un jour, mon petit-fils Mason m'a demandé si j'allais bien, et je lui ai dit la vérité. Oui, chérie. Je suis triste pour certaines choses, mais je vais bien parce que j'ai cessé de laisser de mauvaises personnes décider de ma valeur. Il a hoché la tête comme si cela avait tout son sens au monde. Les enfants comprennent plus que les adultes ne le pensent. 1 an plus tard, Émilie est venue avec un gâteau acheté en magasin et un sourire nerveux. Elle avait gardé son emploi. Elle était de retour à l'école, prudemment. Elle était toujours en thérapie. Elle parlait plus doucement maintenant, non pas avec faiblesse, mais avec honnêteté. Elle s'est à nouveau excusée, non pas avec un grand discours, juste clairement et simplement. Puis elle a dit qu'elle avait lu les lettres de Suzanne encore et encore. « Que as-tu appris ?» lui ai-je demandé. Elle a dit qu'elle avait appris que le silence peut sembler sûr quand on a peur, mais parfois le silence est la chose même qui aide à tout détruire. J'ai hoché la tête. C'était la leçon. Non seulement pour elle, mais pour moi, car j'avais été silencieuse trop longtemps. Silencieuse quand les petites insultes ont commencé. Silencieuse quand les demandes d'argent sont devenues des attentes. Silencieuse quand ma maison a commencé à se sentir de moins en moins comme la mienne. Silencieuse parce que j'avais peur de perdre l'amour à nouveau. Mais le véritable amour ne grandit pas dans un silence qui protège les mensonges. Le véritable amour se dresse aux côtés de la vérité, même lorsque la vérité est inconfortable. C'est ce que j'ai finalement appris à 66 ans, dans mon propre salon, devant les gens que j'aime, quand une fille impolie a essayé de me rabaisser et que l'homme que j'avais épousé a choisi son manque de respect plutôt que ma dignité. Ils pensaient que mon silence signifiait faiblesse. Ils avaient tort. Mon silence était juste en train de prendre fin. Et quand il a pris fin, tout a changé. Alors si vous écoutez mon histoire et que votre cœur vous a chuchoté un avertissement sur quelqu'un, écoutez ceci. Faites confiance à votre instinct. N'appelez plus la cruauté confusion. N'appelez pas le fait d'être pris pour acquis gentillesse. Ne continuez pas à payer pour votre propre humiliation avec votre paix. Parlez tôt. Fixez des limites claires.
Et n'oubliez jamais qu'être une personne aimante ne signifie pas que vous devez être aveugle. Quant à moi, j'ai gardé ma maison. J'ai gardé ma dignité. J'ai gardé mes enfants près de moi. Et lentement, j'ai obtenu quelque chose de mieux que la vengeance. J'ai retrouvé ma vie. Et cela, en fin de compte, valait bien plus que les frais de scolarité, l'argent, une voiture, ou tout ce qu'ils pensaient me prendre. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre une seconde pour aimer, commenter et vous abonner. Et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Je m'appelle Linda Parker et c'était la dernière fois que quiconque dans ma maison confondrait ma gentillesse avec de la faiblesse.